Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu mon cher Kira cette semaine ? Est-ce que ça a été ? Salut Sid, bah ouais écoute, ça a été, j'ai passé une bonne semaine, j'ai fait plein de trucs, j'ai regardé Dune encore, j'ai fait mes devoirs. Ouais, j'ai fait mes devoirs avant d'aller voir le 2 au cinéma que j'attends comme le Messie, hein. Petit clin d'œil au 3. Et voilà, j'ai fait tester la démo de Princess Peach, c'est sympa, ça se joue, pourquoi pas, donc on va voir. Est-ce que tu as fait une petite chronique là-dessus ? Possible, je vais voir, je réfléchis encore un petit peu, parce qu'il y a Dragon's Dogma, je pense qu'il va pas mal me siphonner mon temps, donc ça risque de jouer. Et puis à côté de ça, j'ai lu un petit peu de BD, et puis quelques bouquins, j'ai bouquiné cette semaine. Alors moi du coup cette semaine j'étais en vacances parce que j'avais Final Fantasy VII Rebirth à poncer, donc j'en suis à 47 heures de jeu en 5 jours à peu près, et franchement je prends un énorme pied, donc c'est très très cool. Je suis pas déçu pour l'instant et j'ai hâte de faire la chronique que j'ai commencé à rédiger en juin. Et aussi j'ai regardé, je rattrape mon retard sur Speedon, tu sais il y a eu l'événement des speedrunners, donc grâce à Mister MV1 qui a organisé, donc le speedrunning quand même c'est une sacrée discipline que j'aime beaucoup. Après c'est pas pour tout le monde, hein, mais moi j'ai fait du speedrun sur Resident Evil 1, Deadly Silence, sur Stray aussi, et là avec cet événement ils ont récolté 2 millions d'euros pour Médecins sans frontières, donc bravo à eux et bravo aux pro gamers qui ont fait ces runs magnifiques. Alors j'ai regardé aussi un petit peu, j'ai pas tout regardé je t'avoue parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai regardé un petit peu et franchement c'est vrai qu'il y a du haut level quand même, hein. On voit les mecs, ouais. Ils maîtrisent leur sujet, c'est vraiment un truc de malade et c'était très très appréciable à regarder en tout. La run sur Dark Souls est assez folle. Donc ouais, on vous recommande les replays, il y en a pour au moins des centaines d'heures de visionnage, je dirais. Mais c'est très cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on a prévu cette semaine pour nos auditeurs, Kira ? On a prévu plein de trucs sympas cette semaine. Alors déjà, on va débriefer le Xbox Partner Direct qui a été diffusé le 6, soit 2 jours avant notre enregistrement. On va parler de Soldats Inconnus, la suite. On parlera de Final Fantasy VII Remake, Rebirth, la trilogie exclusive à Sony pour le moment. Le test de la semaine, c'est Metroid Prime Remastered. Et pour finir, moi je vais critiquer la bande dessinée L'Orateur, disponible chez Glénat. L'Orateur, pour un podcasteur, c'est pas mal. C'est pas mal, tout à fait. Et écoutez, sans plus attendre, on attaque générique et puis on se lance. C'est parti. Partner Direct, donc c'était le petit événement de la semaine où Microsoft a annoncé des jeux de partenaires tiers de la marque, essentiellement des jeux qui vont sortir dans le Game Pass. Donc j'ai fait une petite sélection, je vais pas parler de tout. Déjà pour commencer, ils ont parlé de Final Fantasy XIV, donc Square Enix a dévoilé la bande-annonce de sortie pour ce fameux jeu, ce fameux MMORPG, avant l'annonce de son lancement prévu le 21 mars sur Xbox Series XS bien sûr. Un Starter Edition sera disponible avec les avantages, les perks du Xbox Game Pass Ultimate en tout cas pour une durée limitée. Et du 21 mars au 19 avril 2024, c'est en stade de bêta. Bon, donc, sympa. Voilà. Donc c'est cool, ça y est, carrément. Ça arrive. On en avait déjà parlé plusieurs fois, donc là ça a été bien officialisé. Ensuite, on a eu Kinitsugami Path of the Godness. Capcom a présenté les détails de ce jeu solo unique se déroulant dans l'univers à l'inspiration japonaise. Il sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass, ainsi que Xbox Series XS et PC. Alors je t'avoue, j'ai regardé en plus la petite présentation Capcom. Autant esthétiquement je trouve ça joli, autant le gameplay ça m'emballe pas des masses en fait, hein. Ça a l'air ça a l'air un peu mou du cul, donc à voir ce que ça va donner. Voilà, je suis pas plus hypé que ça en tout cas là-dessus. Toi t'en as pensé quoi ? Ouais, moi c'est vraiment la sortie que j'attends, c'est le jeu qui m'a fait le plus envie dans tout ce qui a été présenté, donc Kunitsugami. C'est en fait, moi j'ai beaucoup aimé le côté, l'ADA tu l'as dit, un mix entre Onimusha et Okami j'ai trouvé, et il y a une belle vibes au Japon qui a l'air sympa, très ésotérique, donc moi ça me tente vraiment bien. Et la partie gameplay, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est vrai que c'est du combat un peu
un peu pas brouillon, mais en tout cas c'est vrai qu'il y en a dans tous les sens, mais il y a un côté aussi où tu gères tes villageois, tu fais une sorte de tower defense, voilà, où tu dois préparer les défenses de ton village et tout. Ça, c'est le côté qui me semble séduisant. Donc ça a l'air d'être un mix entre action et stratégie. Donc moi, ça me plaît. Donc on verra évidemment, mais ça m'a séduit. Après, j'ai trouvé ça, somme toute, assez vilain quand même. On dirait un jeu Switch ou un jeu mobile. Artistiquement, c'est joli, mais techniquement, ça a l'air quand même assez fadasse. Donc, ouais, à voir. En tout cas, moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, comme dirait l'autre. Ensuite, on a eu la bande-annonce de The Sinking City 2. Donc, le jeu a été dévoilé en première mondiale lors de ce show. Enfin, cet enchaînement de bandes-annonces, on va dire, qui présente la ville Lovecraftienne d'Arkham. Et c'est prévu pour 2025. Donc, j'ai adoré le premier, forcément. J'adore les Sherlock Holmes également. Alors là, autant dire que je suis archi emballé. Chaud, carrément. Voilà. J'avais fait un test cet été d'ailleurs dessus, donc si vous voulez rattraper un petit peu, vous allez voir ce que j'ai pensé de ce premier jeu, en tout cas. Derrière, on a eu un petit peu de Persona 3 qui a été montré, donc j'ai jamais essayé, moi, Persona, c'est pas un jeu que je connais. J'ai voulu essayer Persona 5, mais c'est vrai que on m'a dit, bon, bah, si tu commences, on a pour 300 heures. Je t'avoue que ça m'a un peu rebuté, mais en tout cas, pas mal de fans ont été conquis là-dessus. Derrière, on a eu la trilogie Stalker, donc l'intégralité des 3 premiers jeux, enfin du moins du premier jeu et ses 2 extensions qui étaient sorties à l'époque sur PC en 2005 de mémoire. Donc sortira sur Xbox One, Xbox Series XS et surtout ça a été shadow droppé juste après la conf. Donc ils l'ont annoncé, il est sorti directement. Donc il y avait déjà eu des fuites dans la journée. Ouais, c'est cool ça. On aime bien les shadow drop comme ça. Ouais, c'était rapide. Alors sachez que ça coûte 39,99€ pour pouvoir avoir la trilogie en tout cas. C'est pas excessif, mais ça a l'air d'être un remaster assez paresseux quand même. Derrière, Frostpunk 2, bon bah voilà, la date de sortie a été annoncée. Ta grosse attente. Voilà, ça sort dans le Game Pass. Bon, j'étais chaud comme Jaja, donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y a eu un petit jeu qui avait l'air plutôt mignon, c'est Creature of Ava. Donc je sais pas trop ce que c'est comme jeu, je t'avoue de ne pas avoir réussi à cerner le truc. J'aime beaucoup le design et l'ambiance, ça a l'air assez kawaii ou assez choupette, comme j'aime bien le dire. Un nouveau jeu qui a été dévoilé donc en avant-première lors de ce show. Derrière, on a eu Hunt Now, avec mon accent anglais, Nine Awakening, donc c'est Bandai Namco et le studio Reflector qui ont présenté leur futur titre au programme, un scénario poussé de l'infiltration et des pouvoirs psychiques, le tout à la 3e personne, donc ça a l'air plutôt cool aussi, pourquoi pas, en tout cas je suis assez tenté. On a eu Sleight of Hand avec son esthétisme de film noir, le titre signé Riff Raff Game nous invite à infiltrer une ville pleine de tabous et de magie et où les artefacts maudits cohabitent. Donc c'est un sorte de deck builder en fait a priori à la 3e personne. Il y a une musique un peu jazzy, c'est prévu en 2025 dans le Game Pass, l'ambiance a l'air cool, donc à voir en gameplay en main ce que ça peut donner. Et pour finir, moi il y a The Alters que je ne connaissais pas du tout, qui est un jeu de survie où on incarne le personnage de Jam. Ce dernier atterrit sur une planète mystérieuse remplie de mystères. On va devoir gérer ses propres clones et sa propre communauté. Les décisions impacteront l'avenir de notre équipage et notre expérience sur le jeu. C'est sorti en 2024 et ça me tente beaucoup. Ça a l'air très très cool. Ce jeu, c'est le deuxième vraiment qui m'a fait de l'œil, The Alters. J'aime bien le côté où tu crées tes clones, ça a l'air énigmatique et en même temps sur un concept jamais vu où tu dois gérer ta base avec tes propres clones. Enfin, ça a l'air un peu chelou, mais ça me tente bien. Et sinon, le premier jeu qui m'a tenté, c'est celui que j'avais dit en premier, Capcom, que je ferai très certainement en chronique. Pour le reste, c'était varié, c'est pas mal. Une conférence qui manquait d'un moment fort, j'ai trouvé. Tu vois, d'un truc qui vraiment casse un peu la baraque. C'est vrai. Mais sinon, dans le rythme, c'était bien. Dans la diversité des jeux, c'était bien. Les jeux montrés ont l'air plutôt qualitatifs. Donc sur le contenu, je trouve ça cool. La mise en forme, il y avait une sorte de voix off un peu dénuée de toute émotion qui parlait pour animer cette conférence. Ça, j'avais trouvé ça un petit peu dommage. C'est vrai. Mais sinon, voilà, j'aurais aimé juste un vrai moment fort, tu vois, pour terminer la conférence sur quelque chose de puissant. Mais bon, il y a eu des jeux sympathiques quand même de montrer. Exactement. Disons que ça faisait le café, quoi. Pour continuer, on va parler le procès qui n'a finalement pas eu lieu, mais en tout cas, ça a été une affaire très vite expédiée. Donc, alors moi, je connaissais pas trop cet émulateur, parce que je connais les émulateurs de vieilles consoles, mais de consoles récentes, en vrai, je savais même pas que ça existait, pour tout vous dire. Donc, c'est Yuzu et Citrus, donc qui sont des émulateurs rétrospectifs pour la Nintendo Switch et la 3DS. Donc,
L'affaire a commencé le 28 février où Nintendo a dit on arrête les frais, stop, vous arrêtez s'il vous plaît votre émulateur, considérant que ça aide ou ça promeut le piratage à très grande échelle. Ils ont cité l'exemple de Tears of the Kingdom, Zelda, ça leur a fait perdre 1 million de ventes selon les estimations de Nintendo, donc c'est pas rien. Ah, quand même, ouais. Ouais, quand même. Donc le 28 février, Nintendo sonne le glas, la fin de la récré, et le 4 mars, donc à peine 5 jours après, Tropic Haze, donc la société à qui appartient Yuzu et Citrus, ont fait un deal à l'amiable avec Nintendo pour pas aller en procès, parce que de toute façon le procès, je pense, était gagné d'avance. Donc ils vont stopper tout de suite toutes leurs activités. Donc ils arrêtent de développer Yuzu et Citrus, ils arrêtent de diffuser le code source, ils arrêtent aussi les réseaux sociaux, le Discord, enfin tout ce qui est en lien avec même leur site web. Ils ferment boutique. Ils n'ont pas le choix et ils ont négocié ça pour 2,4 millions de dollars qu'ils doivent verser à Nintendo en termes de dommages et intérêts. Donc vraiment tout est arrêté et ils ont dû même fournir à Nintendo les kits de consoles qui ont servi à les craquer. Donc je pense que Nintendo vont servir ça de ces consoles très certainement pour améliorer la sécurité de leurs consoles. Mais là où je trouve que perso c'est légitime de la part de Nintendo pour le coup, c'est que cette entreprise avait fait de cet émulateur, donc quand même de la Switch, c'est très récent, la console est encore commercialisée, ils en avaient fait Kira une société lucrative. Ils récoltaient 30 000 dollars, je crois, sur leur Patreon par mois pour cet émulateur. Donc, ils se faisaient clairement de l'argent sur le dos de Nintendo. Ouais, c'est clair, ouais. Et en plus, à cause de leur émulateur et à cause de ce qu'ils faisaient, il y a Tears of the Kingdom qui a fuité 2 semaines avant. Il y a tout le jeu qui a leaké, tout le scénario, tout a leaké sur les réseaux à cause de ça. Donc c'est presque le pire d'avoir mis le jeu sur la toile avant sa sortie. Donc voilà, Nintendo très mécontent, ils ont mis fin à tout ça. Encore une fois, moi je trouve ça légitime. Je suis pas du tout contre l'émulation pour les consoles les consoles et les jeux qui sont plus commercialisés, plus trouvables. Pour la conservation du patrimoine aussi, c'est un enjeu qui est très fort. Quand c'est des initiatives aussi communautaires, non lucratives, parce que l'idée c'est pas de se faire de l'argent sur des œuvres sur lesquelles on va pas rétribuer les auteurs, parce que là les auteurs des jeux ou des consoles ne touchaient pas d'argent. Voilà. Donc moi je suis pour l'émulation, je pense que c'est quelque chose qui est bien quand c'est fait comme je l'ai dit, pour des jeux, des consoles non commercialisées. Mais là on parle quand même de la Switch. La Switch, elle est encore dans le commerce, donc à un moment, il y a des développeurs, il y a des auteurs derrière, et je pense que c'est légitime que l'argent leur revienne à eux et pas une société, entre guillemets, un petit peu pirate. Oui, puis c'est vrai qu'en plus, Nintendo, c'est quand même les premiers à réagir en cas de fraude, entre guillemets, ou de plagiat, et ça leur pendait au nez de toute manière. Après, je suis comme toi, moi je suis pour l'émulation. C'est vrai qu'il y a certains jeux que je peux jouer justement grâce à des émulateurs, hein, tout simplement, soit des jeux qui sont introuvables, soit qui coûtent maintenant la peau des fesses. En revanche, tu le sais, moi je suis contre le piratage. Je pars du principe qu'une œuvre, quelle que soit, hein, qu'elle soit bien ou même pas bien, il y a des gens qui ont travaillé dessus, ces gens doivent être rémunérés, en tout cas. Donc voilà, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, une Switch, c'est une console récente. Zelda TOTK n'était pas encore sorti, c'était déjà disponible. Je parle du milieu du cinéma, hein, il y a des films qui ont été torpillés à cause de ça, qui ont bidé en salle, il n'y aura jamais de suite parce qu'ils ont été dispo avant sur internet, ça a été téléchargé et c'est devenu du consommable, et ça c'est dommage parce que ça amoindrit l'aspect précieux en fait de l'œuvre. Voilà, donc oui, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est juste dommage qu'ils en ont fait un business en fait. Si c'était resté en mode non lucratif comme tu dis, ça aurait été intéressant, mais là non, c'est parti, là clairement on est sur du Pirate Bay ou des vieux sites de téléchargement. Oui, là ils sont allés trop loin. La suite de Soldats Inconnus arrive, encore. Le jeu Soldats Inconnus de Ubisoft intitulé Soldats Inconnus Frères d'Armes était initialement une exclusivité de Netflix, donc depuis 1 an. Elle est maintenant disponible sur PC, console. Le jeu a été développé par Ubisoft Montpellier, à qui on doit le dernier Prince of Persia. En collaboration avec Old Skull Games, il propose aux joueurs de découvrir un récit fictif dans lequel ils pourront revisiter les lieux de bataille historiques de la Première Guerre mondiale. Dans ce jeu, on peut y incarner plusieurs personnages, dont James, le frère courageux de Freddy, George, le mystérieux pilote, Ernest, un plongeur allemand, et Anna, qui met
tout en œuvre pour sauver autant de vies que possible. Le récit se déroule dans les tranchées du front de l'Ouest, jusque dans les profondeurs de la mer des cieux déchaînés, et pour moi, le premier était une très belle œuvre, en fait, qui était incroyable. À la fois, qui était touchante et qui était vraiment, qui montrait la réelle difficulté de la guerre et la gravité de la guerre, malgré ce design très, très cartoon et très joli et très coloré, en fait. Donc, je sais que moi, j'avais fait le 2 sur Netflix à l'époque, sur mon téléphone portable. Ah, tu l'avais fait? Moi, je l'ai jamais fait. Ouais, que j'avais beaucoup aimé, et je pense que je vais peut-être me remettre dessus. En tout cas, le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series XS, PS4, PS5, donc sur toutes les bonnes crèmeries, pour 14,99€. Ah non, ils ont pas annoncé la Switch, tu vois, je parle des bonnes crèmeries mais j'oublie la Switch, je suis désolé, les Nintendo porn, hein, désolé. Donc il est dispo pour 14,99€ sur console, et vous pouvez avoir un pack à 24,99€ avec le premier, Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Donc je ne saurais que trop vous les conseiller, c'est de très grands jeux, c'est pas des jeux très très longs, mais c'est vraiment de beaux jeux en tout cas. Ouais, je suis content que t'en parles parce que le premier m'avait vraiment marqué. Tu vois, quand j'avais fini l'aventure, il s'était quand même passé quelque chose. C'était touchant. Puis c'est notre histoire aussi, il faut se le dire. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est un jeu aussi que je recommande beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais fait le premier suite à ta recommandation parce que je connaissais pas et tu me l'avais. Je me rappelle, je te l'avais conseillé. Tu m'avais conseillé. Franchement, je l'ai platiné le 1 sur PS4. J'avais adoré. Donc là, le 2, tu vois, qui sort sur console. Je vais sans doute le faire aussi bientôt. Je sais pas, il sort sur PC aussi ou pas pour ma Steam Deck? Oui, il sort sur PC aussi. Peut-être sur ma Steam Deck. Tu pourrais le faire sur Steam Deck, tout à fait. Donc ouais, carrément, c'était une très très belle offre. Donc moi aussi, je me joins à Kira pour vous la conseiller. C'était un sacré titre. Le premier, en tout cas, le deuxième, je l'ai pas fait, mais t'as l'air de dire que ça suit la même tendance que le premier. Ouais, le 2 est vraiment très très bien. Pareil, ça va te tirer des larmes à certains moments. Enfin, ça reste vraiment quelque chose qui te prend au trip, quoi. Moi, très cool. Et bah pour terminer, je me suis fait une petite news pour me faire plaisir, Kira, pour parler un petit peu de Final Fantasy VII. Pour changer. Ouais, c'est vrai que dès que j'ai chopé une occasion d'en parler, je vais le faire, je pense. Mais je vais pas trop vous embêter là-dessus. C'est simplement, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Donc là, quelque chose est en train de se faire officialiser. On va voir. Hein, je prends toujours des pincettes dans ces moments-là. Vous connaissez mon côté prudent maintenant. Donc Christian Svensson, le vice-président des projets tiers, en gros, hein, chez Sony, a reconnu auprès du Washington Post que PlayStation a signé un contrat d'exclusivité console, j'entends bien, donc très certainement le PC ne sera pas concerné, mais console pour au moins FF7 Remake et Rebirth. On n'a pas eu le troisième volet. Ils en ont parlé, mais sans que ce soit très fiable comme information, donc je préfère pas la relayer. Mais en tout cas, PlayStation ferait tout et l'aurait peut-être déjà fait pour que Final Fantasy Rebirth et Remake restent dans le giron de PlayStation, reste une exclusivité console. Ça, c'est une exclu, ouais. Oui, console. Le PC, ça va débarquer très certainement. C'est déjà le cas pour les remakes, je crois, de mémoire. Et le Rebirth sera certainement aussi le cas. Oui, tout à fait. Sachant qu'aussi... le producteur du jeu avait annoncé que pour Rebirth, en vue de l'immensité du jeu, surtout avec l'open world, que développer sur une seule plateforme, c'était quand même beaucoup plus facile. Donc ça rejoint en plus ce que ce fameux Christian Svensson disait. Et après, je suis pas trop étonné, Kira, parce qu'en même temps, Final Fantasy VII, c'est un peu l'ADN de la PlayStation 1. C'est un peu ça fait partie des jeux qui ont forgé la légende de la PlayStation 1, tout comme la PlayStation a forgé la légende de Final Fantasy et de l'ouvrir au grand public. Donc je trouve ça dommageable pour les joueurs Xbox si vraiment ça se confirme. Mais je trouve que c'est assez logique. C'est assez logique, tout à fait. Et puis Square Enix a toujours signé des partenariats avec Sony. C'est vrai que Final Fantasy VII reste l'œuvre la plus marquante de la saga. Donc si Sony peut la garder, c'est tout intéressant pour eux en tout cas. C'est le business malheureusement. Toujours là un petit peu au détriment malheureusement des joueurs Xbox parce qu'on préférerait toujours que ça soit ouvert à tous. Mais en tout cas. Les deux premiers volets et peut-être la trilogie prend ce sens et c'est vrai que de toute façon au début on en parlait peut-être d'un petit peu que Remake débarquerait sur Xbox, mais là force est de constater que c'est pas prévu. ça a pas l'air d'être prévu, sinon je pense que Xbox se serait fait un plaisir d'en parler. Et aussi petite news dans la news, Kira, il y a Ghost of Tsushima qui débarque sur PC, donc ça c'est assez cool.
Oui, donc j'ai vu ça, ouais, on l'adore tous les deux, ce jeu. C'est vrai, on l'adore tous les deux. C'est justement quand je joue à Ghost of Tsushima, je me dis que le prochain Assassin's Creed va avoir beaucoup de taf pour faire mieux, clairement, parce qu'il va souffrir de la comparaison, c'est clair. Donc voilà, non, c'est un bon jeu, pareil. Donc foncez si vous ne l'avez pas fait sur PC en plus, c'est plutôt cool. Et t'avais tardé à le faire, j'avais dû tanner pour que tu le fasses, mais au final, t'avais beaucoup aimé. J'avais tardé à faire, déjà parce que ma console, rappelle-toi à l'époque, ma PlayStation 4 Pro était en train de décéder. Alors le côté bucolique du vent, j'avais l'impression d'avoir un porte-avions avec des avions qui décollent dans mon salon. C'était un peu gênant. Elle a rendu l'âme juste derrière en plus. Donc c'est pour ça que j'ai tardé à le faire. Et là, je suis encore dessus. J'y joue de temps en temps. C'est vrai que j'ai un peu mis de côté, mais j'y joue quand même. Terminons notre session news là-dessus, Kira. Enchaînons sur Metroid Prime Remaster. Gros jeu aussi. Gros jeu. Gros jeu, tout à fait. En plus, ce que j'avais aimé avec ce Metroid Prime Remaster, c'est qu'il avait été annoncé en catimini. Je sais pas si tu te souviens aussi, mais c'était un Nintendo Direct. Oui, c'est un vrai. peu comme Super Mario Bros Wonder, on l'attendait pas et le truc a débarqué. Donc fraîchement annoncé, il est sorti peu de temps après le Nintendo Direct. Et rappelons-le quand même, Metroid Prime, c'est un jeu légendaire de la GameCube, parmi les mieux notés encore aujourd'hui de cette console. Il est sorti le jeu qui a dépoussiéré la licence. Ouais, qui a renouvelé la licence, c'est vrai, d'un point de vue gameplay, qui est sorti le 19 mars 2023 en France, développé par le studio américain Retro Studio. Et de base, la jeunesse du projet était atypique, Kira, parce que c'était une des grosses premières fois où Nintendo confier un de ses bébés à un studio américain. Il est au Texas, ce studio, et là, Nintendo leur a donné les clés, quoi. C'est pas rien. C'est assez rare pour le souligner, c'est pas rien. Nintendo qui est quand même très chauvin. Ouais, ils sont très très protecteurs, et là, ils ont confié les clés à Retro Studio, et on sait que ça a marché, puisqu'il y a eu des Metroid Prime 2 et 3, et peut-être un 4 qui devrait arriver, on l'espère, on l'attend. Et collaboration, je dis atypique, parce qu'il fallait passer aussi après le Super Metroid, un jeu, un monument aussi d'anthologie, et un jeu culte. Et en plus, ils ont amorcé un passage de la 2D à la 3D pour ce jeu. C'est ce qui était vraiment le gros phénomène, c'est que Metroid, normalement, c'est un jeu 2D, plutôt plateforme exploration. Là, pour passer sur une vue FPS, donc à la troisième personne, en 3D, donc autant dire... À la première personne. Ouais, à la première personne, donc autant dire, pardon, que c'est... c'était quand même une sortie événement dans le secteur pour promouvoir justement la GameCube qui en avait un petit peu besoin. Et en plus, Metroid, quand même, c'est un style de jeu aujourd'hui, parce qu'on parle des Metroid-like, comme on parle des Dooms-like ou des Souls-like, donc c'est vraiment un monument. Donc, tout ça pour dire que durant cette chronique, je vais faire même un parallèle audacieux, Kira, tu verras, où je comparerai. J'aime bien dire que Metroid Prime, c'est le Tomb Raider dans l'espace. Donc ça paraît un peu fou, mais j'expliquerai pourquoi. C'est pas dénué de sens. Par rapport à Samus. C'est pas dénué de sens, tu verras. Et aussi, on parlera quand même de ce remaster, parce que je vais pas refaire. On a le jeu original, on en a déjà tellement parlé tous, pas nous, mais partout, qu'on va quand même focus un petit moment sur le remaster, savoir s'il est de qualité. Mais avant tout, c'était que l'intro, du bonheur pour nos oreilles, parce que la bande son, elle est quand même exceptionnelle dans Metroid Prime. Donc, petite interlude musicale. Commençons par l'histoire quand même. Moi j'aime toujours introduire les chroniques par l'histoire. Donc là on suit Samus Aran. Elle est dans son petit vaisseau, très joli vaisseau d'ailleurs, d'un joli orange, et elle capte un message de détresse à bord de ce vaisseau spatial. Donc ce signal l'emmène vers la planète Talion 4. Qui est une planète colonisée par les pirates de l'espace en plus, donc c'est pas la planète la plus sur le papier la plus hospitalière du monde, quoi. Elle est pas partie aux Bahamas se faire plaisir, elle va quand même aller se confronter aux pirates de l'espace. Donc c'est une espèce qui évidemment est dangereuse, c'est un de ses ennemis jurés à ce personnage. Sauf que ce peuple hostile sur cette planète est en proie à une contamination
mystérieuse qui provient d'un astéroïde qui s'est écrasé donc sur Talion 4 il y a longtemps et qui est petit à petit en train de corrompre et ce peuple des pirates de l'espace, mais aussi la planète entière. On le verra durant l'exploration. Et donc Samus atterrit sur la planète, comme je dis, elle découvre que cette planète est rongée par un mal un petit peu mystérieux. Elle découvre en même temps l'existence d'une vieille civilisation qui a foulé le sol de cette planète il y a très longtemps, qui s'appelle les Chozo. Je sais pas si tu te souviens, ces sortes d'oiseaux. Je me souviens plus du tout, oui. Tu te souviens plus ? Non, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait à la sortie sur GameCube, donc ça remonte à loin quand même. En fait, les Chozo, c'est un peuple très sage, des oiseaux un peu humanoïdes. Et donc, à cette occasion, donc Samus qui débarque sur cette planète, entame des recherches par la force des choses pour comprendre la vie de cette planète, sa civilisation, percer les secrets, éradiquer évidemment le mal qui est présent sur cette planète. Donc on se retrouve tout de suite avec un scénario que j'ai trouvé très prenant, qui pose bien le décor en plus, parce que dès l'annonce du scénario, on a une civilisation disparue, mystérieuse, ancienne, on a les pirates de l'espace, on débarque sur une planète qu'on ne connaît pas. Donc tout de suite, ça, tu vois, ça... Il y a un vrai lore. Il y a un vrai lore et ça invite à l'exploration, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Et aussi, on se doute qu'on va devoir se retrousser les manches et combattre. Donc, une belle entrée en matière pour ce jeu, avec un scénario qui est distillé uniquement sous l'impulsion du joueur, parce qu'il y a très peu de cinématiques, il n'y a pas de dialogue, elle est seule, Samus, et on trouve des journaux de bord des pirates qui nous expliquent ce qui leur est arrivé, comment ils se sont retrouvés un petit peu dépassés par cette contamination, et en même temps, on trouve des vieilles fresques à déchiffrer, qui sont les fresques des Chozo, qui expliquent, eux, plutôt la jeunesse de la planète, de leur civilisation. Donc il y a cette double lecture qu'on va devoir encore une fois aller chercher, comprendre l'ancienneté des Chozo et comprendre le mal plus récent qui touche les pirates de l'espace. Et ça, j'aime bien, Kira. Une narration par l'objet et puis par le décor. Ça te rappelle quelle licence, ça, Kira ? Ça me rappelle Control. Ah, je croyais que tu allais dire Control, très bien. Je pensais que tu allais dire Dark Souls, tu vois. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais là, ça me revient vraiment à Control, parce que rappelle-toi, dans Control, il y avait beaucoup de choses à lire. En fait, dans Metroid, il y a beaucoup de choses à lire à partir du moment où, si tu décides de scanner tout ce qui t'entoure, oui, tu vas avoir beaucoup de choses à lire. Sinon, t'es pas obligé. Tu le distilles vraiment à ta sauce. Tu t'adaptes. Mais, donc, Kira, tu me disais, Metroid Prime, c'est un petit peu loin pour toi. Donc, peut-être que ma question va pas te parler. Mais, quelle image si tu dois le décrire en 3 mots, ce Metroid Prime, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite quand tu penses à ce jeu ? Moi, j'aimais beaucoup à l'époque, c'était le climat un peu anxiogène, car on avait la forme du casque de Samus sur notre écran, en fait, ce qui nous réduisait beaucoup notre champ de vision. Ça avait été utilisé derrière par Star Wars Republic Commando, et justement, ça me plaisait beaucoup, parce qu'on avait vraiment cette sensation vraiment d'être oppressé dans un jeu Nintendo, ce qui était quand même assez rare à l'époque, hein. C'est toujours un peu rare d'ailleurs maintenant, et ça c'est ce qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et l'autre chose aussi qui m'avait marqué, c'était le système de porte qu'il fallait ouvrir en tirant dessus pour pouvoir se transformer en boule et pouvoir rentrer à l'intérieur, en gros comme dans le jeu 2D, sauf que là on était en 3D et justement on avait aussi cette sensation de couloir extriqué en tout cas. Donc je vais dire que c'était un jeu étroit. C'est pas mal, non mais c'est bien parce qu'il y a des choses que tu distilles déjà, c'est un peu de teasing sur ce que je vais dire. Moi, les 3 mots que j'ai retenus, c'est ce qui va faire 3 paragraphes de ma chronique, c'est toute la partie action quand même, parce que c'est un jeu qui est survolté par moments et les combats sont assez intenses. La partie exploration qui rejoint un peu ce que tu disais. Et en plus, j'aime bien ton exemple des portes parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que quand tu ouvres la porte ou quand tu tires dessus pour l'ouvrir, déjà, c'est un peu symbolique de tirer dessus pour l'ouvrir. Tu sais jamais ce qui t'attend derrière. Donc, ça, ce côté exploration sympa. Et toute la partie immersion qui est beaucoup centrée autour du casque. Je l'ai écrit aussi et on y reviendra. Donc, tu vois, on se rejoint. T'as quand même un regard assez précis sur le jeu, tu vois, même en l'ayant fait très récemment, j'ai ces mêmes exemples qui me viennent en tête, mais avant tout la formule Metroid, tu l'as dit, la Morphing Ball, ou ce sentiment en tout cas, où on est lâché sur une planète et on doit la parcourir, atteindre jusqu'à un but, donc là c'est récupérer des reliques anciennes pour comprendre vraiment ce qui s'est passé sur cette planète des Chozo, mais ce sentiment de liberté,
dans les Metroid, c'est souvent un sentiment un peu faux, un peu biaisé, parce que c'est des jeux qui sont en vrai assez linéaires et dirigistes, parce que tu avances, t'es bloqué parce qu'il te manque un objet que tu dois récupérer, tu continues à avancer une fois que tu as cet objet, que tu te retrouves une nouvelle fois bloqué, etc., etc. Enfin, tu vois, t'as toujours cette boucle de gameplay qui revient dans les Metroid et dans l'exploration. C'est ce qui a d'ailleurs créé les Metroid-like, en fait. Tu vois, exactement. T'es bloqué, t'arrives à un endroit très tôt dans le jeu, t'es bloqué, tu dois récupérer un item, une compétence souvent. Et donc ces compétences, elles sont variées dans Metroid. T'as tous les objets qui sont liés à ton arme, parce qu'elle est comme Cobra, elle a un canon à la place de la main, enfin dans son armure, sinon elle a ses deux bras, mais elle a donc un laser à la main droite, donc on va trouver des évolutions de cette arme, parce que comme tu le disais Kira, on doit tirer sur les portes pour les ouvrir, sauf qu'il faut avoir différents rayons pour ouvrir ces portes. Donc il y a le charge beam qui permet de charger son arme, le wave beam, c'est le laser qui tire des petites vagues bizarres, je sais pas si tu te souviens. Ouais, aussi mon arme préférée, Kira, c'était l'ice beam. Enfin, j'ai que les noms anglais parce que je l'ai fait en anglais encore là. Mais c'est l'arme de glace où tu peux geler tes ennemis. Tu gèles les ennemis, tu les casses derrière. Exactement. Donc ça, c'est très très cool. Aussi, un autre marqueur fort de Metroid, c'est son armure, donc la suit, où tu fais évoluer avec le temps. Pareil, tu as une zone qui est trop chaude, tu peux pas rentrer dedans. La caverne magma, par exemple, il va te falloir une combinaison qui permet de supporter des plus hautes chaleurs. Donc ça, petit à petit, voilà, ton inventaire va se garnir, tes compétences vont garnir, ton personnage va évoluer. Et surtout, le plus symbolique et emblématique, c'est l'Amorph Ball, comme tu l'as dit, où Samus devient une boule, en fait. Hein. C'est à proprement parler, je sais pas trop comment le dire autrement. Il devient une boule. Voilà. Samus se transforme en boule, littéralement, et puis elle roule, et puis elle est plus petite, donc elle peut se faufiler dans des endroits, lâcher des bombes, etc. Donc ça, c'est très très cool. C'est vraiment, encore une fois, l'ADN de Metroid. C'est ce qui plaît généralement à tous. Et toutes ces améliorations, plus permettent d'agrémenter les combats qui vont devenir de plus en plus intenses. Certains ennemis seront sensibles qu'à un canon spécial, etc. Enfin, je ne vais pas tout décrire, je vous laisserai le découvrir si vous ne le savez pas. Mais en tout cas, la partie action, comme je disais, est vraiment... c'est un élément fort de Metroid, porté en plus par toute cette gamme de compétences qui évolue avec le temps. Dans ce Metroid Prime, donc la formule de base est respectée, bien que je trouve quand même Kira, petit reproche au jeu, quand même, c'est un jeu qui est un monument, mais moi je lui trouve quelques petits défauts. J'ai trouvé que la 3D, le passage à la 3D, fonctionnait un petit peu moins bien que la partie 2D pour toute l'aspect fluidité du jeu. Parce que quand tu galères à trouver ton chemin sur un jeu en 2D, bon, tu t'y retrouves assez vite et c'est plus facile à parcourir. Quand dans un jeu en 3D vu FPS, t'es perdu, t'es vraiment perdu. Et là, moi, j'ai passé des moments à vraiment galérer. Et ça, si tu veux, moi, ça m'a un petit peu sorti parfois du jeu parce que frustration que j'ai pas sur les épisodes 2D, par exemple. Je vois. Donc, autre point que tu as dit, que tu as cité, donc la partie immersion. Kira, il y a quelque chose qui est fort, je trouve aussi dans ce jeu, c'est l'aspect solitude de Samus. Parce que c'est rare, surtout de nos jours, que les personnages soient seuls, avec personne qui leur parle. C'est vrai. Maintenant où la coop est devenue un élément de gameplay quasi obligatoire. Ouais, où t'as des bracelets qui te parlent, comme dans Frostpunk, Frostpoken. Frostpoken, je confonds les deux. Ouais. Où t'as Mimir, donc dans God of War, qui te parle, ou Atreus, quand c'est son gosse, c'est pire. Que là, Samus, elle est solo, quoi. Il y a personne qui te parle, t'es seul devant ta console. Par contre, comme je disais, elle peut scanner tout ce qui l'entoure, donc pour comprendre ses ennemis, comprendre la flore, comprendre ce qui l'entoure et progresser, donc ça c'est cool. Mais j'ai trouvé, au-delà de la vue, donc tu l'as dit, première personne, on voit à travers ses yeux, clairement on est dans son casque, mais on découvre aussi tout ce qui l'entoure en même temps qu'elle, donc j'ai vraiment eu le sentiment de l'incarner, le personnage, par ce côté solitude et par cette vision où, comme je te dis, on est à travers le casque. Oui, le fait qu'elle parle pas, que t'aies sa vision et que tu te retrouves seul avec le personnage, puis le FPS aussi, il y a par rapport à ça, quoi. Ouais, et j'étais vraiment confronté, j'avais l'impression même difficulté qu'elle, et en termes d'immersion, c'était quelque chose. Et pour citer un exemple très marquant, qui m'a fait un vrai effet waouh, je me rappelle encore de l'époque de GameCube, c'est vraiment un souvenir de gamer qui m'a jamais quitté. Quand on tire avec son missile, donc elle peut tirer des missiles, sauf que si on tire assez proche de nous, en fait il y a un flash quand le missile explose, et à ce moment-là, dans la visière du casque, tu vois son visage en reflet.
Je sais pas si tu te souviens de Je me cette souviens, scène. oui, à certains moments, tout à fait. Ouais, à certains moments, tu voyais le visage, à cause de ce flash, dans le reflet de Samus, ses yeux. Et ça, c'est un... Enfin, tout de suite, tu te dis, ah, mais elle est bien là, tu vois, j'incarne vraiment Samus, j'ai vu mon reflet au détour d'une explosion dans le casque, et ça fait quelque chose, tu vois. On dit que le diable se cache dans les détails, mais ça, c'est un détail d'immersion, moi, qui m'a vraiment, vraiment marqué. Aussi, autre détail toujours avec cette visière, hein, mais quand il y a de la buée, il y a de la buée sur le casque, les gouttes d'eau, pareil, qui ruissellent sur la visière. Tout ça, ce sont des éléments qui font qu'on vit vraiment l'aventure avec elle. Donc l'immersion, elle est d'autant plus forte. C'est clair. Pour terminer sur la partie immersion, quand même, je suis obligé de reparler de la musique de Kenji Yamamoto, qui est incroyable. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles bandes-son de jeux vidéo. Moi, j'en ai des bons souvenirs aussi. Ah, franchement, elle est exceptionnelle. Il faut encore l'écouter. On devine dans les musiques le niveau de menace des zones que tu traverses, ou le niveau de quiétude, quand tu as une musique qui est plus douce. C'est une musique qui t'enveloppe, qui sait prendre son temps aussi, avec des thèmes musicaux assez doux, qui t'accompagnent. Donc vraiment, la musique... à part vous conseiller de l'écouter, et puis j'en mettrai des petits morceaux évidemment dans le podcast, mais c'est vraiment de la très grande musique, avec une petite mention spéciale pour le niveau de la grotte de magma, où le thème, je le trouve absolument, absolument génial. Donc j'avais parlé de l'action, de l'immersion, et je vous avais promis de parler de Tomb Raider quand même, donc on y vient avant la conclusion. Donc l'exploration évidemment est au cœur du jeu. C'est un Metroidvania. C'est un Metroid évidemment, donc on va explorer plusieurs zones, en plus qui sont par biome, donc une zone de neige, de magma, base militaire, une plus de nature luxuriante, plus désertique, enfin bref, on traverse plein de zones, et ça en termes d'exploration, c'est hyper agréable. Aussi, les compétences que l'on gagne au fur et à mesure de l'expérience nous font explorer des zones, enfin les mêmes zones toujours plus loin. Donc ça peut avoir un côté redondant, hein, c'est qu'on va faire beaucoup d'allers-retours dans les zones, mais elles sont toutes interconnectées. Donc des zones interconnectées comme ça entre elles, pareil, moi ça me fait penser beaucoup à Dark Souls, le premier, où j'ai trouvé que c'était un génie de level design à ce niveau-là. C'est vrai. Et enfin, sur la partie exploration, j'ai bien aimé que le niveau de danger évolue petit à petit avec le jeu, et ça c'est les pirates de l'espace sont la meilleure illustration de ça, parce que quand tu débarques sur la planète, les pirates de l'espace que tu vas croiser, ils sont déjà à moitié calanchés, tu vois. C'est des pirates de l'espace, qui ont déjà bien vécu, qui ont déjà bien subi. Ouais, qui ont déjà bien subi. Petit à petit, tu vas avoir des pirates de l'espace qui sont revigorés. Après, ils ont une protection particulière. Après, une autre. Et en fait, plus tu explores le jeu, plus le niveau de menace évolue, parce que tes pirates de l'espace vont être de plus en plus puissants. Et ça, c'est un élément fort du bestiaire, du coup, et aussi de ce sentiment. Voilà, tu vas toujours plus loin dans le jeu, et cette exploration te contraint à rencontrer des ennemis toujours plus puissants. Et donc le comparatif avec Tomb Raider, pourquoi je dis à chaque fois que c'est un Tomb Raider dans l'espace, donc je pense surtout au Tomb Raider 1, qui est celui que moi j'ai fait sur PlayStation, les autres je les ai pas fait, j'avoue. Mais un des marqueurs forts de Tomb Raider, le premier, c'est l'exploration. Donc ça, c'est indéniable. Le tyrannosaure. Il n'y a pas de tyrannosaure dans Metroid, par contre. Tu as sorti la seule vraie défense. Tu peux enfermer un vieux dans un frigo. Alors, tu peux pas enfermer de vieux dans un frigo, mais par contre, autre point quand même clé, Samus Aran, c'est une personnage féminin, c'est une héroïne de jeux vidéo. Quelle autre héroïne de jeux vidéo qu'on connaît tous? Lara Croft, évidemment. Bien sûr. Donc ça, autre parallèle. Nouveau parallèle aussi, le sentiment de solitude. Quand tu débarques dans Tomb Raider, à part ton petit vieux que t'enfermes dans le frigo, tu vois plus grand monde. Il n'y a pas beaucoup de PNJ en fait dans Tomb Raider. C'est vrai. Et t'es très vite laissé seul dans le jeu, à explorer des zones à moitié ouvertes aussi, où tu dois trouver des clés, actionner des leviers, enfin... Tu vois, il y a ce côté aussi exploration. Et là, quand Samus va parcourir les ruines Chozo, Tomb Raider, elle fait quoi? Elle fait des temples, elle fait de l'archéologie. Ouais. Donc tu vois, il y a ce côté archéologue d'un côté, plus scientifique de l'autre. Et aussi, les musiques, je trouve qu'elles ont quand même une construction un peu similaire, parce que
Dans Tomb Raider, elles sont assez douces aussi, mais pareil, en termes, au niveau de danger, il y a ce niveau de danger que tu peux deviner aussi avec la musique. Donc ça, c'est un parallèle aussi que je trouve fort. Et enfin, Samus, elle se bat avant tout contre la faune et la flore qui est dangereuse, donc les plantes qui sont carnivores ou des monstres de la planète qui vont t'attaquer. Et Lara Croft, avant tout, elle se bat contre des loups, des tyrannosaures, des ours, des tyrannosaures, mais elle se bat très peu contre ses homologues, contre des êtres humains. Dans le premier, je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Dans le premier, à part des boss, je crois, un peu bizarres, il y avait des boss un peu chelous. C'est à partir du 2, je crois, on a des mecs... À Venise, ouais. Mais dans le 1, en tout cas, il y a ce parallèle, je trouve, aussi avec Metroid, où toutes les deux, leur plus grande difficulté, leur plus grand combat, c'est contre la faune et la flore. Est-ce qu'il y avait quelques petites ombres au tableau rapidement pour ce jeu? Donc j'ai cité le parcours. Voilà, parfois on s'y perd, c'est un peu chaotique, je trouve, avec la 3D. Le système de cartes aussi que je déteste vraiment dans Metroid, qui n'a pas été amélioré avec cette version remaster. Donc ça, c'est moi, la carte, vraiment, je la déteste dans Metroid Prime. C'est un gros point faible, je trouve, du jeu, qui n'a pas été corrigé. Mais après, moi, dans ma sensibilité, je suis plutôt Metroid en 2D. Mon Metroid préféré, c'est le Metroid Fusion sur Game Boy que j'adore. Faisons un petit point rapide aussi sur la partie remake. Est-ce que c'est un bon remaster ou remake, remaster, c'est vrai que la frontière est toujours un peu fine entre les deux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y aura du travail réalisé sur ce remaster sur Switch en regardant une vidéo comparative des deux jeux. Et en fait, le travail qui a été fait, il est absolument dingue. Mais je m'en rendais pas compte en y jouant. Le jeu est absolument sublime sur Switch. C'est d'ailleurs un des jeux sur Switch les plus beaux aujourd'hui. Et en fait, ils parlent de remaster, mais ils sont modestes parce qu'ils ont refait toutes les textures, ils ont refait les sprites, ils ont refait les décors, le fond. Le jeu est en 4 tiers, il est en 16/9, il tourne en 60 FPS. Ils ont bossé, quoi. Ils ont tout refait de A à Z, Kira. Donc c'est un vrai travail d'orfèvre, franchement, ils ont fait un travail de dingue. Donc oui, Metroid Prime Remake, j'ai presque envie de l'appeler. Franchement, c'est un des plus beaux remakes que j'ai vu. Ils ont juste rajouté quelques bonus, une galerie de personnes, enfin une galerie de je sais pas trop comment on dit, d'artwork à regarder dans le menu. Des maniabilités aussi gyroscopiques, ce genre de petites choses qui sont plus dispensables, mais franchement Retro Studio a fait un travail de malade sur leur remaster. Ils ont bien bossé, ouais. Ah ouais, vraiment. Donc en conclusion, Metroid Prime est pour moi, j'avoue, la quintessence du jeu d'exploration. Donc je l'ai dit, le Tomb Raider dans l'espace. J'adore dire ça, mais c'est vrai que je trouve que ça lui colle bien à la peau, surtout en comparaison avec le premier. Donc Metroid Prime est un jeu qui a marqué, je pense, plein de joueurs à vie. Moi, le premier. Plus pour son ambiance, moi vraiment, sa bande-son magistrale et plein d'idées de game design qui sont très cool. J'ai un peu plus souffert sur la partie level design et avec la carte, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, c'est un dépaysement vraiment total. Il est exigeant. Il s'autorise aujourd'hui encore la frustration. Voilà, c'est un pari toujours quand le jeu ose frustrer un petit peu le joueur, ose le perdre. Mais en tout cas, il le fait de la plus belle des manières. Donc c'est pas un jeu que je pense plaira à tout le monde, mais c'est un très très grand jeu. En plus, le joueur est respecté dans ce remake parce que ils ont fait de ce jeu qui est une légende. Vraiment une copie conforme, très honnête, magnifique, un des plus beaux jeux Switch comme je l'ai dit. Donc vraiment, vous pouvez y aller, foncer, c'est une très très belle proposition. Et si vous ne l'avez pas fait sur GameCube, vous allez découvrir quelque chose de grandiose. Du coup, tu recommandes ce remaster fortement. Il vaut son prix, quoi. Je le recommande, il vaut son prix. J'ai eu de la chance de l'avoir en version boîte, ce qui est très dur à trouver de nos jours, la version boîte. Mais ouais, je le recommande très chaudement. Encore une fois, il faut savoir dans quoi on met les pieds. C'est un jeu pas évident, exigeant. Mais par contre, si on s'y investit, on touche vraiment du bout des doigts un chef-d'œuvre, quoi. Donc ouais, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, c'est marrant, on enregistre la journée de la femme et tu présentes Metroid, qui a un personnage principal, donc une femme forte et surtout un personnage charismatique. Est-ce que tu en as fait exprès ? Oui, bien sûr que j'en ai fait exprès. Non, pas du tout. Et en plus, j'ai parlé de Lara Croft, autre grande héroïne de jeux vidéo. Fayot. Mais c'est pour nos auditrices. On sait qu'elles sont nombreuses en plus, donc ça, c'est assez fou. On a beaucoup d'auditrices et on vous remercie pour ça. Mais c'est toi qui fais le Fayot, c'est toi qui parle de la journée de la femme. Moi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas surfé là-dessus. Je suis pas comme ça, moi. Que tu dis. Ouais.
Est-ce que toi, du coup, comme tu mets les femmes à l'honneur, tu as fait une chronique sur les femmes, toi aussi, mon cher Kira, j'en doute pas. Et bah moi, pas du tout. Pris à ton propre jeu. Et moi, pas du tout. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'une bande dessinée sortie chez Glénat. Et donc, il n'y a pas de musique, hein, forcément, c'est une bande dessinée, mais je vous ai quand même sélectionné un morceau, le générique de la série Rome, que vous allez entendre juste avant cette chronique. Très bonne série, d'ailleurs. Très très bonne. L'Orateur est une bande dessinée en one-shot, c'est-à-dire en un seul volume, qui nous plonge dans l'atmosphère de la Rome antique, avec une histoire passionnante de mensonges, de meurtres et de justice. C'est scénarisé par Luca Belligno, moi je le fais avec mon accent italien de très mauvais goût bien sûr, David Goy, et c'est illustré par Antonio Palma. It's me, Mario. Cette œuvre se distingue par sa capacité à mêler intrigue policière et précision historique. Donc le récit s'articule autour de Marcus Cornelius Florence, un avocat renommé qui, après avoir longtemps évité le forum, se retrouve impliqué dans la défense d'Alexandros, accusé du meurtre de son père. Edilus, c'est le nom du père bien sûr, la complexité de l'affaire dépourvue de témoins et de preuves offre un terrain fertile pour l'exploration et la rhétorique, ainsi que la recherche de la vérité, dans un contexte où le gagnant est toujours celui qui raconte la meilleure histoire. Sympa ça. C'est très sympa. L'histoire se déroule donc sous le règne de Marc Aurèle, une période souvent explorée par son mélange de philosophie stoïcienne et de conflits politiques. L'attention portée aux détails historiques suggère une inspiration tirée d'œuvres classiques et de textes anciens, offrant une toile de fond assez nouvelle pour ce genre d'intrigue. C'est vrai, quand on pense à intrigue policière ou intrigue, on va dire de palais de justice, on pense à quelque chose de plus moderne, de plus contemporain, ou éventuellement... C'est pas la romantique. Voilà, c'est ça, où on pense éventuellement aussi à des enquêtes comme Sherlock Holmes qui se passent au XVIIIe siècle. Donc, à Londres. Voilà, à Londres et tout. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que c'était très très cool en tout cas. Ouais, c'est frais, c'est moderne. Les auteurs ont puisé dans la riche histoire de l'Antiquité romaine pour construire une intrigue policière captivante. Le personnage principal, Marcus, un avocat qui utilise son éloquence pour naviguer dans la complexité du système judiciaire romain, rappelant certaines figures historiques réelles comme les grands orateurs de cette époque. Mais la force de l'Orateur réside dans son scénario parfaitement ficelé qui captive dès les premières pages. L'intrigue, riche en rebondissements, est soutenue par des dialogues aux petits oignons, la narration qui rend hommage à l'art oratoire, élément central de la justice romaine. Les personnages de Marcus est particulièrement bien construit, alliant finesse d'esprit et caractère bien trempé, ce qui le rend aussi fascinant qu'un grand détective. Du côté du dessin, Antonio Palma offre un travail assez remarquable. Son style réaliste et son attention aux détails historiques donnent vie à un Rome du 2e siècle après Jésus-Christ, je crois que c'est à peu près de cette période-là de mémoire, de façon très très significative et surtout de façon très crédible. Les visages expressifs des personnages contribuent à l'immersion, tandis que les décors et les costumes reconstituent fidèlement l'époque en renforçant l'authenticité de ce récit. Je pense qu'en termes de design, ça devrait beaucoup te plaire, car c'est ta cam, hein, tu vas voir, faudra que je te la passe, c'est ta cam, je publie quelques photos, mais ça devrait te plaire en termes de design, et puis tu aimes aussi l'Empire romain, et tu devrais retrouver ton compte en tout cas. L'aspect visuel de la bande dessinée est donc tout aussi impressionnant que son scénario. Les illustrations de Palma, avec leur précision et leurs expressivités complètent harmonieusement le récit, créant une expérience de lecture qui est à la fois divertissante mais aussi instructive. J'ai appris 2-3 petites choses lors de cette lecture et je me suis dit c'est plutôt cool. On sent que les mecs ont bossé la chose en tout cas. Les illustrations reflètent non seulement l'époque mais aussi l'atmosphère de son récit. Son travail peut être vu comme une célébration de l'art classique avec une touche de moderne qui rend la bande dessinée accessible visuellement, même pour un public plus jeune. C'est vrai qu'on n'est pas sur une BD vraiment à l'ancienne, photoréaliste, on a un certain trait par moment qui peut
va pas dévier vers le cartoon non plus, mais qui est suffisamment différent en fait pour attirer la jeune génération de lecteurs habitués à tout ce qui est application, tu sais, comme Webtoon par exemple. L'Orateur est le fruit d'une collaboration où l'histoire et la fiction se racontent pour créer une œuvre qui à la fois est un hommage à Rome, mais également une exploration originale du genre policier dans un cadre historique. C'est un vrai vent de fraîcheur. La BD semble s'inspirer davantage des textes classiques et des pratiques judiciaires de l'époque, plutôt que le cinéma ou les séries télé. J'ai pas vu énormément de références en fait dans la culture pop. On sent que c'est vraiment des gens passionnés d'histoire qui ont créé leur histoire. Ça peut créer une certaine lenteur. Par moments, il y a un côté verbeux qui est un petit peu trop prononcé. Oui, voilà, bon après c'est normal, ça s'appelle l'Orateur, mais c'est vrai que ça peut gêner pour les gens qui sont habitués à avoir une bande dessinée, on va dire plus fluide, avec moins de mots écrits sur les pages en tout cas. Mais elle évoque également certains aspects quand même cinématographiques, comme le réalisme des décors. Il y a un certain dynamisme dans les scènes. Elle se distingue par son approche plus intime et concentrée sur les personnages, comme dans certaines séries télé justement. Et il est également intéressant de noter que la bande dessinée et le cinéma ont une longue histoire d'influence mutuelle. Les techniques narratives, les styles visuels et les méthodes de découpage sont souvent partagés entre ces deux médias, enrichissant ainsi leur langage artistique respectif. Les films d'ailleurs sont notamment conçus avec des storyboards, de véritables bandes dessinées en fait qui découpent les scènes avant même de les filmer. Et là j'avais l'impression, en lisant cette bande dessinée, que j'avais un storyboard d'un film qui pourrait potentiellement sortir en fait. C'est rigolo ça. Et du coup, c'était très appréciable. Pour conclure cette petite chronique, l'Orateur est une réussite, que ce soit pour les amateurs de récits policiers, les passionnés d'histoire. Cette bande dessinée offre une aventure captivante et un regard approfondi sur la Rome antique, ce qui est quand même très cool. Elle se distingue non seulement par son intrigue bien menée, mais aussi par la qualité de son dessin, faisant d'elle, pour moi, une œuvre à pas manquer en ce début. Donc je la recommande, elle est disponible aux éditions Glénat pour 16,99 €. J'adore en tout cas dans tout ce que tu expliquais le côté, que l'histoire et le théâtre se passent finalement à la romantique. Ça, c'est quand même... c'est du jamais vu pour moi, pour une histoire comme ça, un thriller, en tout cas une histoire policière. Ça doit donner vraiment un charme fou à cette bande dessinée. Alors ça dépayse de fou, mais vraiment ça dépayse de fou. Et du coup ça m'a donné envie de regarder des films ou des séries télé. Donc là je vais me faire Gladiator, je pense dans le week-end, si je trouve un petit moment. Et j'ai envie de me refaire aussi la série Spartacus, donc ça peut être l'occasion. Ah, ça t'a remis dedans. Voilà, ça m'a donné envie de me relancer dans ce genre de film. Bon, bien sûr dimanche je vais aller voir Dune, encore une fois, mais après pourquoi pas se faire un petit Gladiator dans la soirée ou dans la nuit. Pourquoi pas. Question Kira, est-ce que ça t'a donné envie d'être romantique, cette petite bande dessinée? Mais tout le monde le sait, je suis quelqu'un de très romantique. Voilà, on a fait la petite boutade, le petit jeu de mots qu'il fallait bien. Le petit calembour de fin d'émission. Et d'ailleurs, fin d'émission, je te propose de conclure, mon cher Kira. Est-ce que tu as des choses à dire? Alors, déjà, en fait, je voudrais je voudrais rendre un hommage, car aujourd'hui, on est le 8, et on a appris aujourd'hui la mort d'Akira Toriyama, donc quelque chose qui me chagrine beaucoup, car Dragon Ball, c'est quand même tout un pan de mon enfance et tout un pan de ton enfance également. Le paysage du manga actuel ne serait pas ce qu'il est sans ce grand monsieur, que ce soit One Piece, Naruto, enfin en tout cas le paysage du shonen, et surtout il a contribué quand même à faire venir le manga en France via le Club Dorothée et via le phénomène Dragon Ball. C'est vrai que je rêve toujours de Dragon Ball, même à mes 40 ans, et je me fais encore des films où je me vois voler les cheveux dorés au-dessus du pont de San Francisco par exemple. Enfin voilà, je suis un grand rêveur, c'est clair. Mais voilà, et du coup pour finir cette émission, j'aimerais bien qu'en fin d'émission on mette le générique de Dragon Ball Chala. Est-ce que tu crois que c'est possible? Je te rejoins, très émouvant cette disparition, parce qu'elle nous a forgé en tant que fan. 68 ans. Ouais, 68 ans, c'est jeune. Et je l'avais publié moi sur les réseaux, je sais pas si t'as vu cet après-midi, mais mon premier manga de ma collection aujourd'hui, j'ai presque 1000 volumes. Ouais, c'est le premier tome, enfin le 23e tome de Dragon Ball. Donc pareil, moi il m'a forgé l'amour pour le Japon, l'amour pour les mangas. On est tous les deux grands fans de Dragon Ball, donc c'est une disparition qui évidemment touche beaucoup. Donc oui.
J'avais rencontré Brigitte Lecordier à un salon cet été, une grande dame, hein, clairement, bon, pas en taille, hein, parce qu'elle est vraiment très petite, mais une grande dame très gentille et pleine de talent, et je pense qu'elle aussi, ça doit beaucoup la toucher, du coup, parce que forcément, hein, Dragon Ball, ça fait partie de sa vie, et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, les parents qui ont connu Dragon Ball jeune, comme moi, transmettent à leurs enfants, justement, Dragon Ball, et ça fait aussi leur culture du manga, donc c'est un peu un travail d'héritage aussi. Donc c'est vrai que il est décédé, mais son œuvre continuera à vivre. Oui, puis elle a marqué comme tu l'as dit, hein, tu l'as très très bien dit. Je vais faire que de te paraphraser, mais en fait le monde du manga tel qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Il y a eu Osamu Tezuka avant, et pour moi il y a Akira Toriyama dans les mangaka récents. Donc franchement, Kira, qui n'a jamais fait Kamehameha dans sa salle de bain devant son miroir? Moi j'ai fait ça toute mon enfance. Oui, c'est vrai. Qui a jamais essayé de se transformer dans sa chambre? Ah ouais. Et ouais, ça faisait sortir les veines du front, mais j'ai jamais eu les cheveux qui ont devenu jaunes. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment qui nous a touché beaucoup tous les deux. Et donc mon mot de la fin, après ce triste hommage, merci de nous écouter en tout cas. De mon côté, je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, ça sera de mon côté le test de Brother. Super jeu. Voilà, donc ça sera mon test de la semaine prochaine. Je l'ai commencé cette semaine. Et toi, ça sera quoi ton hors-sujet du coup? Moi, un truc complètement atypique. Un nouveau Pokémon, non? Non, film 2? Non. C'est quelque chose de beaucoup plus atypique. C'est une recommandation auditeur. Je vais parler d'un podcast. Un podcast cool. Dans un podcast. C'est fou, ça. Mais carrément, Inception, quoi. Mais franchement, écoutez-le, ça vaut le détour, ça va être quelque chose. Eh ben écoutez, à la semaine prochaine, geekez bien, jouez bien, allez voir Dune au cinéma, c'est très important, et ciao.